Chapitre 9. Et puis tu meurs. Cherche ta vérité et c'est là que nous nous rencontrerons. C'est la dernière phrase que Josh m'a dite, avec l'ironie de rigueur, mimant l'air inspiré des gens qui se donnent des airs. Il était stone, et c'est un bon pote. Ma métamorphose, au sens entomologique du terme, est intervenue quand j'avais 19 ans. Josh m'avait entraîné à une soirée au bord du lac, situé jusqu'au nord du Dallas, au Texas. Il y avait là des copropriétés sur une petite butte avec un contrebas, une piscine, et après la piscine, une falaise surplombant un lac. C'était une petite falaise d'une dizaine de mètres de hauteur, suffisamment haute pour te faire réfléchir à deux fois avant de sauter du sommet, mais pas assez pour te dissuader de te jeter sous l'effet de l'alcool ou de la pression d'un copain. Peu après notre arrivée, Josh et moi nous nous trouvions assis au bord de la piscine, en train de descendre des bières et de parler de trucs de mecs. On causait alcool, groupe de rock, nana et trucs cool que Josh avait fait depuis qu'il avait lâché ses cours de musique. On parlait de jouer tous les deux dans un groupe et aller à New York, un rêve inaccessible à l'époque. On était encore des gamins. Tu sauterais de là lui lançai-je au bout d'un moment en faisant un signe de tête en direction de la falaise. Ouais, les gens le font tout le temps ici, me répondit-il. Tu vas le faire? Il haussa les épaules. Peut-être, on va voir. Plus tard dans la soirée, Josh et moi frions chacun de son côté. J'avais pour ma part flashé sur une jolie fille, une asiatique, qui semblait kiffer les jeux vidéo, ce qui, pour le petit branleur d'ado que j'étais, équivalait à gagner le jackpot. Sans s'intéresser particulièrement à moi, elle avait l'air très sympa et semblait apprécier de m'écouter et rire, alors je n'ai pas arrêté de la saouler. Au bout de quelques bières, j'ai pris mon courage à deux mains et l'ai invitée à m'accompagner jusqu'à la maison, en haut de la petite butte, pour aller chercher de quoi bouffer. Elle m'a suivi sans problème. Sur le chemin, on est tombé sur Josh qui redescendait. Je lui ai demandé s'il voulait un truc à manger, mais il a refusé. Je lui ai ensuite demandé où je pourrais le retrouver plus tard dans la nuit. Il m'a souri en disant cherche ta vérité, et c'est là que nous nous rencontrerons. J'ai opiné du chef en prenant l'air grave, et je lui ai répondu ok, je te trouve là alors. Comme si je savais exactement où se situait ma vérité et comment aller la chercher. Josh a pouffé avant de se remettre en marche en direction de la falaise. Je me suis marré également, pris la jeune femme, et moi avons repris notre ascension vers la maison. Je ne me rappelais pas combien de temps je suis resté à l'intérieur. Je me souviens seulement que, quand elle et moi sommes ressortis, tout le monde avait disparu et les sirènes hurlaient. La piscine était vide, les gens se dirigeaient à toutes jambes vers le bord du lac, au pied de la falaise. D'autres personnes s'y trouvaient déjà. Je pouvais distinguer plusieurs types en train de nager. Du fait de la pénombre, j'avais du mal à saisir ce qui se passait. La musique était toujours à fond, mais plus personne n'écoutait. Plus qu'intrigué, j'ai suivi le mouvement, rejoignant l'attroupement sur la rive. J'étais encore en train de grignoter mon sandwich quand, à mi-chemin, la fille m'a dit « Je crois qu'il s'est passé un truc horrible. » Une fois, au bas de la falaise, j'ai demandé à quelqu'un où était Josh. Pas de réponse. Personne ne prêtait attention à moi. Tous les regards fixaient la surface. J'ai posé la question à nouveau, et cette fois, une autre invitée a fondu en larmes. C'est là que j'ai fait le rapprochement. Il a fallu 3 heures au plongeur pour retrouver le corps de Josh au fond du lac. L'autopsie révélerait qu'il avait été pris de crampes au membre inférieur à cause de la déshydratation liée à l'alcool et de l'impact de son saut du sommet de la falaise. L'eau était sombre et il faisait sombre autour, noir sur fond noir. Personne n'aurait pu situer d'où venaient ces appels au secours. Quelques personnes seulement avaient cru entendre un gros plouf. Plus tard, ses parents m'ont confié qu'il était mauvais nageur, chose que j'ignorais. À moi, il m'a fallu 12 heures pour verser des larmes. J'étais dans ma voiture, le matin du lendemain, sur la route du retour à Austin. J'ai appelé mon père pour lui dire que j'étais encore près de Dallas et que je serais absent au boulot. Je travaillais pour son compte cet été-là. Il m'a demandé pourquoi, que s'est-il passé, tout va bien? C'est là que je me suis lâché. Je me suis arrêté sur le bord de la route et j'ai agrippé au téléphone. J'ai sangloté comme un petit garçon appelant la consolation. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai déprimé grave. J'étais certainement déprimé avant cet épisode, mais là, c'était comme si plus rien n'en avait de sens. Ma tristesse était sans fond, au point que j'en éprouvais de la souffrance physique.
Les gens passaient me voir pour essayer de me remonter le moral, et moi, je restais assis, à les écouter débiter des propos convenus, et je leur disais merci, et que c'était gentil de me rendre visite. Leur rendant leur sourire de circonstance, je prétendais que ça allait mieux, mais derrière le masque, je ne ressentais plus rien. Pendant plusieurs mois, Josh m'est apparu en rêve. Je rêvais qu'on avait tous les deux de grandes discussions sur la vie et la mort, et aussi des conversations plus légères sur toutes sortes de choses futiles. Jusqu'à l'été de la mort de Josh, j'avais été le jeune gars de la classe moyenne typique, buvant des coups, fumant des joints, flemmard, irresponsable, frappé d'anxiété sociale et insécure autant qu'on peut l'être. Josh était quelqu'un que je respectais. Il était plus âgé que moi. Il avait plus d'assurance et d'expérience, était plus ouvert que moi au monde qui l'entourait, éprouvait moins le besoin de jouer les rebelles. Dans l'un des derniers rêves, je me trouvais dans un jacuzzi en sa compagnie. Ouais, je sais, bizarroïde. Et je lui disais un truc du style: Je regrette tellement que tu sois mort. Il riait à cette confidence. Je ne me rappelle pas exactement ses propos, mais il me répondait un truc du genre: Pourquoi est-ce que tu te préoccupes de ma mort alors que tu es toujours autant peur de vivre? Je me suis réveillé en larmes. Envolé avec lui, l'amitié de Josh laissait un vide immense. Ce même été, je me trouvais chez ma mère, assis sur le canapé, apathique et le regard perdu, quand soudainement, j'ai pris conscience que si je n'avais aucune raison de faire quoi que ce soit, je n'avais pas davantage de raison de ne rien faire. Que face à quelque chose d'aussi inévitable que la mort, je n'avais en rien à céder à la peur, à la gêne ou à la honte, puisque de toute façon tout ça c'était du vent, et qu'en passant l'essentiel de ma courte vie à esquiver tout ce qui m'était pénible et inconfortable, j'évitais en fait tout simplement de vivre. En l'espace de quelques semaines, j'ai arrêté d'un coup d'un seul le shit, les clopes et les jeux vidéo. J'ai oublié mon fantasme à la manque de devenir un rockstar. J'ai cessé de faire de la musique et je me suis inscrit à la fac. J'ai commencé à fréquenter la salle de sport, me délestant au passage de pas mal de kilos. Je me suis fait de nouveaux potes. J'ai rencontré ma première petite amie. Pour la première fois, j'étais assidu à des cours. Je bossais, réalisant que je pouvais récolter de bonnes notes pour peu que je consente à arrêter de m'en foutre. L'été suivant, je me suis mis au défi d'avaler 50 livres de non-fiction en 50 jours, et je l'ai relevé. L'année d'après, je me suis inscrit dans une autre université à l'autre bout du pays, le top du top. Pour la première fois de ma jeune existence, dans ce cadre prestigieux, j'obtenais d'excellents résultats et connaissais une stimulante vie sociale. La mort de Josh a représenté un tournant. Avant sa disparition, j'étais inhibé, sans ambition, obnubilé par ce que j'imaginais qu'on pouvait penser de moi. Après le drame, plus rien n'a été comme avant. Je suis devenu un autre, quelqu'un de responsable, de curieux, de bosseur. J'étais toujours la proie d'angoisse et avançais lesté d'un pesant bagage, comme nous tous. Mais désormais, il y avait quelque chose de plus important qui reléguait ce barda au second plan. Et ça faisait toute la différence. Étonnamment, c'était la mort de quelqu'un d'autre qui m'avait donné la permission de vivre. Cet épisode, incontestablement le plus dur, est aussi celui qui a le plus transformé le cours de ma vie. La mort nous terrifie tous autant que nous sommes. Et parce qu'elle nous terrifie, on en élude l'idée, on évite d'y penser, d'en parler, et parfois de l'admettre, même si elle frappe quelqu'un qui nous est proche. Paradoxalement, la mort est la lumière qui fait ressortir la pénombre du sens de l'existence. Sans la mort, rien ne revêtirait d'importance. Que pèseraient en effet nos expériences, nos critères de mesure, nos valeurs? Que dalle!